Un jour, au milieu de l'océan Pacifique, un nouveau continent mystérieux et énigmatique appelé Magmal est apparu. Une vaste terre énigmatique, abritant de plantes étranges, des créatures jamais vues auparavant et des minéraux précieux, a captivé l'attention des explorateurs audacieux. Comme prévu, l'humanité entière n'a pas pu résister à la tentation de découvrir les secrets de ce territoire inexploré. Ils ont envoyé des armées entières et des équipes d'expédition à Magmel, rêvant de se faire un nom dans cette terre sauvage où les sages choisissent de demander l'aide d'Inyu, un jeune homme d'une expérience remarquable qui connaît chaque recoin de cet endroit comme sa poche. Inyu, qui a gagné sa vie en tant que chasseur de primes, fait constamment face aux dangers, risquant sa vie à chaque mission. Au cours de cette aventure mystérieuse, l'un de ces groupes d'explorateurs était dirigé par un jeune homme aux cheveux blancs qui, désireux de prouver sa valeur et de devenir le roi de cette nouvelle ère, a décidé d'affronter l'une des créatures les plus redoutables de Magmel. Cependant, ce qui a suivi a été un désastre total. La créature a anéanti toute son équipe. Même quelques temps plus tard, un robot et un autre jeune homme en uniforme sont arrivés sur les lieux et ont découvert que l'équipe avait été complètement anéantie. Des corps gisaient sur le sol, un sinistre avertissement des dangers qui guettent sur le continent. Ce jeune homme en uniforme est Inyu, le protagoniste de notre histoire. Il est essentiellement un pêcheur, un type de chasseur et d'explorateur chargé de sauver des personnes et des objets. À Magmel, l'histoire fait un saut dans le temps et nous amène dans une ville côtière du Japon où nous voyons un garçon blond, malade et chétif, nommé Krix, marchant vers une ruelle. Pendant ce temps, dans une pièce voisine, Inyu est allongé sur un lit, semblant désintéressé par quoi que ce soit. Son apprenti, Zero, une fille de son âge, l'interrompt pour le faire se lever, insistant sur le fait que c'est une belle journée ensoleillée. Dans Yu, toujours avec une attitude pessimiste, répond que plus de gens meurent par temps ensoleillé que par temps de pluie. Frustré, Zero s'éloigne. Le garçon malade, affaibli par sa maladie, arrive à la porte d'Inyu et sonne à la cloche, accueilli par Zero. Le garçon essaye de demander une faveur, mais s'évanouit en raison de sa condition affaiblie. Plus tard, lorsqu'il se réveille, il se retrouve face à face avec Inyu. Krix s'excuse pour ce qui s'est passé et se présente, demandant l'aide d'Inyu pour sauver son frère et Magmel. En échange, il offre tout l'argent qu'il a. Mais Inyu refuse, arguant que ce n'est pas suffisant pour une mission aussi dangereuse. Cependant, après avoir entendu l'histoire de Krix, qui souffre d'une maladie terminale et a vécu dans l'espoir que son frère le sauve, Inyu accepte de prendre la mission. Krix explique que ses parents et son frère aîné sont partis à Magmol à la recherche d'un fruit mystérieux connu sous le nom de l'arme d'Epona, un objet mythique censé pouvoir guérir n'importe quelle maladie. Son frère lui avait promis qu'un jour ils voyageraient ensemble vers le continent. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Un certain temps plus tard, le frère est revenu seul, blessé et traumatisé par la mort de leurs parents. La douleur et la culpabilité l'ont poussé à s'entraîner sans relâche jusqu'à obtenir enfin une licence de classe A, à former une équipe et à retourner à Magmol à la recherche de la larme d'Epona. Déterminés à sauver le frère de Krix, Inyu et Zero se préparent pour le périlleux voyage vers Magmol. Ils montent à bord d'un hélicoptère et se dirigent vers le continent, où Inyu explique que Magmol est un endroit extrêmement hostile qui rejette tout ce qui vient du monde extérieur. À leur arrivée, ils montent une créature dressée conçue pour naviguer sur le terrain sauvage. Au cours du voyage, Inyu révèle à Krix que les plus grands dangers de Magmel ne sont pas seulement les créatures, mais aussi la malice humaine que le continent fait ressortir. Une fois à terre, Zero utilise un drone pour surveiller la zone à distance. Alors qu'ils avancent, Krix partage plus de détails sur la larme d'Epona. On dit que c'est un fruit ayant le pouvoir d'augmenter la force physique jusqu'à 10 fois. Mais Inyu demande s'il sait pourquoi on l'appelle la larme. Il explique que le fruit pousse au sommet d'une montagne de cadavres, ce qui lui confère son nom sombre. Alors qu'ils avancent, Krix, épuisé par sa maladie, s'effondre à genoux et demande une pause. Toujours attentif, Zero lui offre un fruit qui aide à améliorer sa mobilité. Soudain, il tombe sur un homme piégé dans un piège mortel avec un grand insecte sur la tête. Ému, Krix demande à Inyu de le sauver. Mais Inyu explique qu'il est déjà trop tard. Après avoir lancé une pierre, d'énormes mille pattes émergent du sol, révélant le piège mortel. Avec un rayon noir de sa main, Inyu désintègre les mille pattes, faisant tomber le corps de l'homme sans vie au sol. Alors qu'il s'aventure plus à l'intérieur des terres, un capteur dans la poche d'Inyu commence à biper, indiquant que le frère de Krix est toujours en vie. Cependant, ils font face à d'autres oiseaux monstrueux qui bloquent le chemin. Inyu laisse Krix dans un endroit sûr et s'en va affronter les créatures. Avec son pouvoir, il libère un rayon noir qui se transforme en épée avec laquelle il élimine les oiseaux un par un. Pendant ce temps, Krix rencontre enfin son frère aîné, Kunoris. Kunoris, en voyant son frère, le gronde d'être venu dans un endroit aussi dangereux. Il le conduit ensuite à la larme d'Epona et à l'heure que Krix s'approche, il est horrifié de découvrir que la fleur a poussé sur une montagne de cadavres. Mais le pire était encore à venir. Kunoris, accablé par le désespoir, saisit un os tranchant du sol et poignarde son jeune frère dans le dos. Alors que Krix s'effondre, Kunoris explique qu'il a sacrifié de nombreux compagnons pour faire fleurir la plante et enfin obtenir le fruit.
Inu flippe juste à temps pour sauver Krix, tandis que Zero lui prodigue les premiers secours. Furieux, Kunoris attaque Inu, mais celui-ci l'ignore, lui demandant s'il a vraiment tué leurs parents et amis pour l'alarme. Kunoris, riant, admet que même s'il obtenait le fruit, la maladie de Krix ne serait pas guérie. Le fruit ne sauverait pas quelqu'un qui était déjà si proche de la mort. Malgré tout, Inu avait décidé de sauver Krix, même en sachant que son corps était faible. Mais Zero confirme que Krix est trop blessé et au-delà de tout espoir. Dans ces derniers instants, Krix demande à Inu de sauver son frère, croyant qu'une créature maléfique le contrôle. Avec son dernier souffle, Krix meurt, se réunissant avec ses parents. Dans la mort, Kunoris, devenu fou à cause de la perte, consomme la larme d'Epona, augmentant sa force et sa masse musculaire. Il attaque Inu, mais Inu l'affronte calmement. Enfin, Inu révèle que le véritable danger de Magmel n'est pas les créatures, mais la souffrance et le mal que le continent fait ressortir chez les humains. Après une bataille féroce, Inu défait Kunoris et enterre Krix. En rentrant chez lui, il dit à Zero qu'il est heureux qu'elle soit avec lui, ce à quoi elle répond qu'elle ressent la même chose. Dans une clairière au sein de la dense forêt de Magmol, une base scientifique solitaire se dresse. Deux scientifiques discutent calmement à l'intérieur, parlant avec enthousiasme du potentiel révolutionnaire de leur dernière expérience. Si cela réussit, dit l'un d'eux, la médecine moderne sera changée à jamais. Alors qu'ils parlent de ce qu'ils feront de leur vie une fois la recherche terminée, le calme de la base est brusquement brisé. Une alarme assourdissante retentit et les deux scientifiques se précipitent vers les caméras de sécurité. Ce qu'ils voient les laisse figés. Un groupe massif d'ours cornus charge vers la base à pleine vitesse, détruisant tout sur son passage. La panique saisit les scientifiques alors qu'ils ne peuvent rien faire d'autre que de regarder ces bêtes sauvages fondre sur eux. La tension monte, mais la scène change brusquement alors que nous voyons Yu, le protagoniste, piégé dans un souvenir de son enfance. À genoux et épuisé, il voit une silhouette mystérieuse s'approcher lentement. « Ce que tu ressens n'est pas du désespoir, dit-elle, tendant une main pour l'aider. Juste avant qu'Anyu puisse la saisir, la silhouette disparaît et soudain, il est projeté de nouveau dans la réalité. Surpris par la voix de Zero, son compagnon, elle lui demande « Est-ce cela que tu appelles le désespoir ?» Anyu, encore désorienté, sort de sa transe et fixe la carte accrochée au mur, qui montre un nouveau continent mystérieux. Quelques heures plus tard, une jeune fille blonde nommée Emilia apparaît devant la maison d'Anyu, jetant un regard nerveux aux indications écrites sur un morceau de papier. Dans un flashback, il est révélé que Emilia est la fille de l'un des scientifiques travaillant à la base. Son père lui a dit que si quelque chose tournait mal, elle devait chercher Anyu pour obtenir de l'aide. Suivant ce conseil, elle sonne à la porte. Zero, lui lançant d'abord un regard désapprobateur, la laisse entrer. Lorsqu'elle entend qu'Emilia a besoin d'aide pour sauver quelqu'un, Emilia explique sa situation. Elle a perdu toute communication avec le laboratoire où travaille son père et a désespérément besoin de l'aide d'Anyu. Anyu écoute attentivement, mais sa réponse est froide et pragmatique. Il demande s'il y aura une récompense pour faire le travail, lui rappelant que sauver quelqu'un signifie risquer une autre vie. En entendant son ton, Emilia devient furieuse et l'accuse d'être cruelle pour avoir refusé d'aider. Cependant, ses supplications finissent par toucher Inu. Bien qu'il ne soit pas entièrement convaincu, il accepte la mission et lui dit que même s'il n'est pas le Xuan qu'elle recherche, il peut prendre en charge la tâche. Peu après, il se dirige vers l'hélicoptère qui les emmènera au laboratoire. En chemin, il croise Owens qui reconnaît Emilia et demande qui sont ses compagnons. Emilia répond qu'Inyu est son petit frère, un mensonge qu'elle utilise pour le couvrir car il n'est clairement pas un parent. Une fois arrivé à l'hélicoptère, Inyu demande pourquoi elle l'a présenté comme son frère. Emilia explique simplement que pour éviter des ennuis, il valait mieux maintenir la prétention. Une fois dans l'hélicoptère, il communique avec Zero, qui, utilisant ses capacités spéciales, scanne la zone autour du laboratoire pour recueillir plus d'informations. Pendant ce temps, de retour à la base Magmahol, un garde essaie de repousser les ours en tirant sans relâche, mais ses efforts sont vains. Les ours sont implacables et un par un, les membres de l'équipe tombent. Dans l'hélicoptère, Inyu et les soldats examinent les données sur les créatures qu'ils vont affronter. Ce sont des ours qui se nourrissent de minéraux chauds. Mais s'ils sont provoqués, leur peau durcit au point de devenir presque impénétrable. Le chef des soldats les informe qu'il y a au moins 30 de ces créatures entourant le laboratoire. La mission est extrêmement dangereuse, mais les soldats, confiants dans leur entraînement, rient certains qu'ils réussiront. Cependant, Inyu intervient et leur rappelle à quel point Magmol est dangereux. Chaque année, environ 950 000 personnes disparaissent sur le continent et seulement un tiers d'entre elles parviennent à revenir vivantes. L'un des soldats, impressionné par les connaissances d'Inyu, plaisante en disant qu'ils feront partie du tiers qui survit. Lorsque l'équipe de secours atteint le laboratoire, la bataille commence. Depuis l'hélicoptère, ils alignent leurs armes et tirent sur les ours en tuant plusieurs. Les balles qu'ils utilisent sont fabriquées à partir d'un métal unique que l'on ne trouve qu'à Magmel, ce qui leur permet de pénétrer la peau épaisse des bêtes. Anyu cependant se méfie de quelque chose d'autre. Il ne comprend pas pourquoi les ours auraient attaqué le laboratoire en premier lieu.
Lorsqu'il mentionne cela, le chef des soldats lui dit que c'est probablement dû à la nature violente des créatures. Cependant, Inoue reste sceptique et continue de se méfier de la situation. Juste à ce moment-là, Zero l'informe qu'une chose plus grande s'approche. Sur les caméras de sécurité, une créature gigantesque émerge des arbres, un lézard colossal. Attiré par l'odeur du sang, le reptile appelé Skalgargon commence à attaquer, lançant d'énormes rochers avec sa queue vers l'hélicoptère. Le commandant de l'équipe, réalisant qu'ils n'ont pas l'armement nécessaire pour affronter la créature, décide de se retirer. Mais Inoue, avec une audace inattendue, saisit Emilia par la taille et saute de l'hélicoptère au sol. Maintenant sur un terrain solide, Inoue dit à Emilia que si elle veut vraiment sauver son père, elle doit réparer un missile qu'ils ont trouvé. Pendant ce temps, Inoue utilise ses capacités pour manipuler l'énergie et créer une barrière protectrice autour d'eux. Alors qu'ils travaillent, Ingyu demande à Emilia lequel des deux devrait mourir, en pointant d'abord le lézard, puis le laboratoire où se trouve son père. Avant toute autre chose, Ingyu exige que les personnes dans le laboratoire libèrent les otages, car il soupçonne que c'est la raison pour laquelle les bêtes sont apparues dans la région. Il confronte ensuite le gigantesque lézard, attirant son attention afin qu'Emilia ait le temps de finir de préparer le missile. Quand il est enfin prêt, le missile est tiré, mais le lézard, montrant une intelligence inattendue, évite le projectile. Imperturbable, Ingyu s'excuse auprès de la bête avant d'utiliser son pouvoir pour créer une main géante d'énergie qui pousse le reptile directement sur la trajectoire du missile qui le frappe de plein fouet. Le lézard explose dans une pluie de sang alors que le père d'Emilia dans le laboratoire libère un des oursons qu'ils avaient capturés. Ingyu explique à Emilia que les ours n'ont attaqué le laboratoire que parce qu'ils voulaient libérer leurs petits. Le commandant de l'équipe de sauvetage révèle que le sang de ces ours, une fois raffiné, devient le métal le plus dur du monde. C'est pourquoi les scientifiques les avaient capturés. Après une brève conversation, Ingyu dit à Emilia que la seule raison pour laquelle il est là, c'est parce qu'elle l'a appelé, et non parce qu'il est le chouïn qu'elle cherchait. Quelques heures plus tard, les nouvelles rapportent que l'hélicoptère de l'équipe de sauvetage a eu un accident, mais qu'il n'y ait pas eu de victime. Emilia, aux côtés de son père, remercie Ingyu de les avoir sauvés et elle promet que son père ne travaillera plus jamais sur le continent des nouveaux vêtements. Alors que la nuit tombe, Ingyu marche seul le long de la plage, parlant avec le drone de Zero, disant qu'un jour il grandira. À quoi la joyeuse Fiette répond que cela arrivera aussi pour lui. Quelques jours plus tard, Ingyu et son apprenti Zero regardaient la télévision. Alors qu'ils s'installaient dans le salon, Ingyu tenta d'atteindre un pudding sur la table, mais Zero le lui prit rapidement des mains d'un petit coup. Le pudding lui appartenait, et ils ne pouvaient pas le prendre aussi facilement. Ils tournèrent tous deux leur attention vers l'écran, où une enchère avait lieu. Le centre d'attention était une créature extrêmement rare de Magmo, la colombe aux 7 couleurs, un oiseau capable de neutraliser n'importe quel poison. Alors qu'il regardait avec intérêt, il savait que ce type d'oiseau n'existait que dans la zone 45 du nouveau continent, une région grouillante de créatures venimeuses. Les enchères commencèrent, atteignant des millions. En quelques secondes, Inoue et Zero discutaient de la présence de personnes avec des sommes d'argent absurdes. Pendant ce temps, sans que Zero ne s'en aperçoive, Inoue réussit à voler un autre pudding. L'enchère se termina avec l'oiseau vendu pour des milliards d'esques. Zero, impressionné, remarqua discrètement qu'avec cette somme d'argent, il pouvait acheter une usine de pudding. Juste à ce moment-là, les gagnants de l'enchère, Daisam et son équipe, entrèrent dans la pièce. Ils portaient la colombe aux 7 couleurs dans une cage, et après s'être assis, ils commencèrent à discuter. Daisam expliqua comment il avait accumulé sa fortune, et comment il avait travaillé sans relâche pour acquérir l'oiseau. Mais il n'était pas seulement là pour l'enchère, il avait besoin de l'aide d'Inoue. Il y avait quelque chose de plus derrière son achat. Il cherchait à retrouver ses amis dans le district 45, une zone extrêmement dangereuse. Inoue, avec un air sérieux, l'avertit qu'il était probable que ses amis ne soient plus en vie, étant donné la périlleuse nature de la région. Des créatures venimeuses dominaient l'endroit, et quiconque s'y aventurait sans préparation était en grand danger. Decim expliqua que ses amis Stewart et Stein étaient des immigrants qui étaient arrivés à Magmal il y a 30 ans, lorsque l'incident du continent était encore frais. La vie à Magmil était difficile, et les liens entre ceux qui y vivaient étaient forts. Ils comptaient les uns sur les autres pour survivre. Decim, Stewart et Stein partageaient des aventures, faisaient face à des créatures dangereuses et entreprenaient des défis risqués, comme faire combattre des insectes indigènes, créant ainsi leur propre divertissement dans un endroit aussi hostile. Après avoir entendu l'histoire et discuté avec Zero de la nature de ces pratiques, Inoue demanda à Decim si ses amis avaient été empoisonnés. Decim hocha la tête tristement, expliquant que lui seul avait réussi à s'échapper. Terrifié, il n'avait jamais dit à personne ce qui s'était passé, et lorsque le plan d'immigration échoua, tout le monde dut quitter le nouveau continent. Depuis lors, il avait perdu contact avec les familles de Stewart et Stein. Déterminé à les retrouver, Decim travailla sans relâche jusqu'à ce qu'il puisse acheter l'oiseau, espérant qu'il pourrait sauver ses amis puisqu'il neutralise tout poison s'ils étaient encore en vie. Inoue essaya de lui faire comprendre qu'il était peu probable que ses amis soient encore en vie après tout ce temps, mais Decim était déterminé à découvrir la vérité.
Il offrit à Inu n'importe quel montant d'argent qu'il voulait pour son aide, et finalement, Inu accepta la mission. Cependant, il ajouta une condition. Daisim devait s'habiller de manière appropriée pour les conditions extrêmes du district 45. Zirou prit en charge la préparation de tout. Une fois à Macmill, Daisim ne put s'empêcher de ressentir une profonde mélancolie en revenant sur la terre où il avait grandi. En marchant, il partageait ses pensées avec Inu, soulignant l'importance d'aider les autres. Bien que Inu lui rappela que pour lui, s'il n'y avait pas d'argent en jeu, il n'y avait aucune raison d'aider, précisant que n'importe qui pouvait faire ce travail, mais très peu étaient prêts à prendre le risque sans une bonne récompense. Alors qu'il parlait, le drone de Zero détecta des signes de créatures devant eux. Bien que l'appareil ne puisse pas clairement capturer leur silhouette, ils continuèrent d'avancer jusqu'à atteindre une zone dégagée. L'atmosphère était paisible et belle, avec des fleurs partout. Cependant, Anu, toujours en alerte, soupçonnait que ces fleurs n'étaient pas ce qu'elles semblaient. Soudain, des vignes jaillirent du sol, essayant de l'attraper. Inu convoqua rapidement son éclair noir, le transformant en mitrailleuse et commença à tirer à plusieurs reprises sur les créatures. Un insecte volant caché parmi les fleurs lança une attaque, mais Inu esquiva facilement son venin. Alors que la bataille se poursuivait, Inu utilisa ses capacités pour créer de gigantesques mains métalliques qui attrapèrent l'insecte et le projetèrent dans les airs. Après avoir éliminé la menace, il a ramassé les fleurs toxiques et les a données à l'oiseau. Il a expliqué à Daisim que bien que ces fleurs soient mortelles pour les humains, elles étaient la délicatesse préférée des oiseaux. Ils ont poursuivi leur chemin jusqu'à ce que Daisim trouve un arbre avec une marque qu'il avait gravée dans son enfance. Il se souvenait comment lui et ses amis utilisaient cette marque comme guide pour retrouver leur chemin vers la maison. Avec un mélange d'excitation et d'anxiété, il a couru vers une clairière dans la forêt où se trouvait une grotte. Le nouveau Cautious a envoyé son drone enquêter avant qu'il n'entre. Pendant qu'ils attendaient, Daisim se remémorait ce qui s'était passé des années auparavant. Lui et ses amis, dans un acte d'innocence enfantine, avaient mis un ver, un scorpion et une chauve-souris dans un bocal en espérant voir lequel survivrait. Cependant, le résultat fut tragique. Les fumées toxiques qui émanaient du bocal ont empoisonné ses amis. Et dans son désespoir, Daisim s'est enfui sans se retourner. Rempli de remords, il a brisé le bocal, regrettant d'avoir abandonné ses amis ce jour fatidique. Soudain, Inu annonçait que ses amis étaient toujours en vie. De l'obscurité de la grotte est sorti un énorme scorpion poilu. Daisim l'a reconnu immédiatement. C'était Stuart. Le scorpion, désormais une créature monstrueuse, l'attaqua sans pitié. Mais Daisum et Inu parvinrent à l'esquiver. À ce moment-là, une énorme chauve-souris apparut dans la grotte et en la voyant, Daisim remarqua les lunettes que son ami Stein portait autrefois. Les deux amis, maintenant des monstres, ne semblaient pas le reconnaître. Inu était prête à les éliminer, mais Daisam l'en empêcha. Désespéré, Daisam pensa que l'oiseau pourrait guérir le poison de ses amis et restaurer leur humanité. Il courut vers la cage de l'oiseau. Alors que les monstres se battaient entre eux, Inu ne vit d'autre option que de les attaquer. Mais Daisim se mit en travers de son chemin. Regardant dans les yeux de ses anciens amis, il commença à pleurer, regrettant de les avoir abandonnés. À sa grande surprise, les créatures le reconnurent et Daisam ressentit une vague de soulagement. Il demanda à Inu si l'oiseau pouvait enlever le poison de ses amis. Mais Inu l'avertit que bien qu'il puisse les sauver du poison, cela les tuerait également, car leur nouvelle forme dépendait du poison pour survivre. Malgré tout, Daisom a choisi de ne pas agir. Il savait que bien que ses amis aient changé, ils étaient toujours Stewardestin, et il a décidé de les libérer. Inu et son compagnon ont décidé de visiter le marché local. Alors qu'ils se promenaient parmi les étals colorés, la fille a remarqué une friandise super sucrée qui avait l'air délicieuse et a éveillé sa curiosité. Désireuse de l'essayer, Inu, toujours prudente et calculatrice, a suggéré qu'elle n'en prenne qu'une moitié et a fixé une limite de 30 esques pour l'achat. Bien que la recommandation ait du sens, la fille s'est sentie agacée, car elle pensait qu'il était trop avare. En s'approchant du vendeur, elle a découvert que la délicatesse était au prix de 40 esques. Confiant, elle lui a proposé 30, convaincue qu'elle pouvait trouver une solution. Le vendeur, remarquant la situation, a expliqué qu'il ne pouvait pas faire de réduction à chaque client qui demandait, car son entreprise dépendait du maintien des prix. Cependant, la fille, avec sa logique naïve, a suggéré que si le prochain client payait plus, l'équilibre serait rétabli. Amusé par son attitude, le vendeur a souri et a décidé de faire une exception, lui vendant le produit pour 30 esques. Inu, intrigué et attiré par l'apparence du produit, a décidé d'en acheter un aussi. En demandant le prix, il a été surpris d'apprendre que cela lui coûterait 50 esques. Ce traitement inégal l'a mis en colère, mais il a choisi de ne pas argumenter davantage et a passé à autre chose. Peu après, une agitation sur le marché a attiré leur attention. La foule s'est rassemblée autour d'une figure éminente, une femme à la peau pâle et aux cheveux dorés, qui se faisait appeler Verena Stellaria. Cette femme avait accompli l'impossible, entrant à plusieurs reprises dans Magmail et survivant aux dangers du continent. Cet après-midi-là, Verena avait un message important à partager. Elle a parlé des guerres qui ravagent le monde et de la douleur des enfants orphelins avec une ferme détermination à retourner à Magmail et à sauver autant d'enfants qu'elle le pouvait.
La foule, excitée, a commencé à acclamer son nom. Pendant que tout le monde louait Verena, Inu l'observait avec un regard froid et distant, ce qui n'a pas échappé à sa compagne. Elle lui a demandé pourquoi elle se sentait ainsi, mais il a simplement mentionné que Verena n'était pas la miracle que tout le monde croyait, mais quelqu'un de bien plus sombre, connu sous le nom de Bloody Maria. Intriguée par les mots d'Inu, la fille a décidé d'enquêter davantage sur Verena. De retour à leur base, en utilisant ses compétences en collecte d'informations, elle a découvert que Verena avait risqué sa vie à Magmail pour amener des trésors précieux et aider un orphelinat en difficulté financière. L'histoire de ses sacrifices a impressionné la fille, et bien que les mots de son mentor résonnent dans son esprit, elle ne comprenait pas pourquoi il se méfiait de Verena. Elle a décidé d'envoyer son drone espionner l'orphelinat, où elle a observé des enfants heureux jouant, sauf une petite fille qui était assise seule à pleurer devant quelques fleurs. L'image a ému la fille, car elle lui rappelait son propre passé, rempli de douleur et d'angoisse. Alors qu'elle continuait à regarder, elle vit Verena s'approcher de l'enfant pour la réconforter. La petite fille, les larmes aux yeux, expliqua que son amie Momo avait disparu. Verena, avec ce qui semblait être une véritable gentillesse, promit de l'aider à retrouver Momo, ce qui réjouit énormément l'enfant. Pendant ce temps, Inu était plongé dans ses pensées, se remémorant un souvenir de son enfance. Quand il était petit, il avait été témoin de Verena combattant une créature dans le monde dangereux de Magmel. À ses côtés, son maître, un jeune homme mystérieux aux cheveux blancs, était intervenu, vainquant la bête grâce à ses capacités de matérialisation. Malgré le courage de Verena, le maître l'avait averti que l'endroit était trop dangereux pour une femme seule, lui conseillant de partir. Inu se souvenait comment il l'avait observé en silence avant de suivre son maître, et comment cette nuit-là, il avait décidé de la retrouver, inquiet pour sa sécurité. Cependant, lorsqu'il la retrouva plus tard, ce qu'il vit le troubla profondément. De retour au présent, un groupe de personnes se rendit à la base d'Inu, cherchant son aide. Verena était retournée à Magmil, mais cette fois, les choses semblaient avoir mal tourné. Beaucoup de ceux qui l'accompagnaient avaient été blessés ou tués, et il craignait que quelque chose de terrible ne lui soit arrivé. Bien qu'ils le suppliassent d'intervenir, Inu refusa, arguant que si Verena était la sainte miraculeuse que tout le monde croyait, elle devrait être capable de se sortir de cette situation. Son refus mit la foule en colère, mais il resta ferme dans sa décision. Son apprenti, cependant, ne partageait pas son scepticisme. Critiquée et frustrée par l'inaction d'Inu, elle décida d'aider Varina par elle-même. En utilisant son drone, la jeune fille découvrit que Varina et ses compagnons avaient été attaqués par une meute de créatures sauvages. La plupart étaient soit morts, soit gravement blessés. À son arrivée à Magmo, Inu observa le désastre et voyant qu'ils étaient en désavantage, décida d'utiliser ses pouvoirs pour éliminer les bêtes. Cependant, l'une d'elles était bien plus puissante que les autres. Une créature semblable à celle que son maître avait affrontée dans le passé. Des souvenirs de cette rencontre envahirent son esprit, et les enseignements de son maître sur le bien et le mal le firent hésiter. Malgré ses doutes, il se battit avec détermination, parvenant finalement à vaincre la créature, mais pas sans effort. Alors que le feu consumait les environs, Inu réalisa qu'il n'avait toujours pas atteint le niveau de son maître. Finalement, Zero localisa Varina. Il la trouva en train d'extraire des organes d'une des créatures, trempés de sang. Elle parlait de la façon dont ces organes pouvaient être vendus pour de grosses sommes d'argent afin d'aider les enfants de l'orphelinat. Inu arriva peu après et l'informa des décès de ses compagnons, mais Varina ne montra aucun remords à son égard. Ceux qui l'accompagnaient le faisaient de leur plein gré, et sa mission pour sauver les enfants justifiait tout sacrifice. À mesure que de plus en plus de créatures s'approchaient, Varena, loin d'être effrayée, s'excitait à l'idée de l'argent qu'elle pourrait gagner. Finalement, les créatures l'entourèrent et la dévorèrent. Des jours plus tard, la nouvelle de la mort de Varena à Magmel choqua tout le monde. Cependant, ses dévots refusèrent de croire qu'elle était morte, insistant plutôt sur le fait qu'elle était devenue une déesse. La petite fille que Varina avait autrefois consolée était profondément attristée, mais se sentit légèrement mieux lorsque Zero lui offrit le jouet en peluche de Momo, son cher ami. Pendant ce temps, Inu et son compagnon erraient dans le marché, réfléchissant à la fine ligne entre le bien et le mal, une ligne tracée par les humains eux-mêmes. Lorsqu'ils arrivèrent au même stand de nourriture qu'auparavant, cette fois, c'était Inu qui offrait à son apprenti. Ensemble, ils profitèrent de cette sortie, laissant derrière eux les souvenirs amers de Magmel. Le continent récemment découvert de Magmel devint rapidement le centre des rêves de nombreuses personnes. Des hommes et des femmes avides de gloire et de fortune se lancèrent dans des voyages périlleux vers ces terres inexplorées. Inspiré par des récits de pirates, de chasseurs, de gourmets et d'éditeurs de mangas, un homme nommé Denden rêvait de devenir l'une de ces âmes courageuses qui découvriraient les secrets cachés du continent. Cependant, la nature impitoyable de Magmel avait coûté la vie à de nombreuses personnes, et seuls quelques-uns revinrent pour raconter leurs histoires. Pourtant, le désir d'aventure poussa Denden à tenter sa chance. Sans beaucoup de planification, et entraîné par l'excitation du moment, Denden se mit en route pour Magmel. Cependant, il se retrouva rapidement dans une situation désespérée, coincé jusqu'à la taille dans un trou de terre au milieu de nulle part. Alors qu'il luttait pour se libérer, le sol commença à trembler. Quelque chose de massif approchait. Il tourna lentement la tête pour voir ce que c'était,
et son horreur grandit lorsqu'il aperçut une tortue carnivore colossale. La bête, affamée, le fixait avec une lueur dangereuse dans les yeux, de la salive dégoulinant de sa bouche, désireuse de le dévorer. Terrifié, Dendon lutta désespérément, mais tout cela était vain. En réalisant que la fin était proche, il réfléchit à la façon dont il avait fini dans cette situation, avant de s'aventurer à Magmill. Comme nous le savons déjà, Denden travaillait comme propriétaire d'un magasin dans une ville tranquille. Bien que sa vie semblait monotone, tout changea le jour où Inyo et son apprenti Zero entrèrent dans son magasin. Prétendant être père et fille, les deux parvinrent à dérouter Denden avec leurs tours et leurs jeux. À partir de ce moment-là, chaque fois qu'Inyo apparaissait, Denden avait l'impression d'être au bord d'une crise cardiaque. Leurs interactions étaient toujours un défi car Inyo avait un talent particulier pour tromper et manipuler les autres. L'un des moments les plus magiques, l'un des plus mémorables, fut lorsque Inyo tenta d'acheter une grenade antique. Denden, ne comprenant pas pourquoi quelqu'un voudrait un tel objet, lui donna le prix, 4000 esques. Inyo n'offrit que 1000 esques, ce que Denden interpréta comme une mauvaise blague. Mais Ino expliqua calmement que la grenade était en mauvais état et, bien qu'elle ait l'air intacte, elle exploserait sans même retirer la goupille de sécurité. Pour prouver son point, il utilisa ses pouvoirs et, en effet, la grenade explosa, laissant Denden sous le choc. Avec le temps, Ino continua de visiter la boutique de Denden, chaque fois avec plus de tours. Il payait avec de faux billets, simulait des accidents dans la boutique et utilisait d'autres stratagèmes pour obtenir des réductions, dans une tentative de rester un pas en avant. Denden renforça les étagères, vérifia les produits et installa même des caméras de sécurité. Il était déterminé à ne pas se faire avoir à nouveau. Mais ce jour-là, lorsque Inu et Zero entrèrent dans la boutique, Denden n'était pas préparé à ce qui allait se passer. Au lieu de causer des ennuis, Inu paya simplement par carte et, étonnamment, ne demanda pas de réduction. Cela laissa Denden complètement perplexe. Cependant, alors qu'Inu et Zero quittaient la boutique, une planche en bois tomba et le drone de Zero l'utilisa pour simuler un accident, obtenant ainsi la réduction souhaitée. Encore une fois, Denden avait été trompé. Écœuré par les farces constantes d'Inu, Denden prit une décision radicale. Il fermerait sa boutique et voyagerait vers Magmel, où il pourrait tout recommencer. S'il devait mourir, il préférait le faire dans les terres mystérieuses du nouveau continent plutôt que de subir une autre rencontre avec Inu. Rempli de détermination, Denden sauta sur une moto et se mit en route pour son aventure. Cependant, avant qu'il ne puisse aller loin, Inu et Zero montaient également, lui demandant de les ramener chez eux. Après plusieurs incidents pendant la conduite, y compris une panne sabotée par Inu et une chute dans l'eau depuis une falaise, Denden décida que sa moto n'était pas le moyen approprié pour atteindre Magmill. Alors, en utilisant ses 30 années d'économie, il a acheté un bateau et s'est embarqué dans son voyage en mer. Fier de sa décision, son enthousiasme s'est rapidement effondré lorsqu'il a découvert une fois de plus qu'Inu et Zero étaient à bord. Se moquant de lui, il semblait qu'ils avaient littéralement réservé la journée pour tourmenter le grand bonhomme. Pendant le voyage, Inu a de nouveau montré ses pouvoirs, créant une grenade qui a détruit le bateau de Denden, faisant disparaître ses économies en flammes. À la fin, explosion. Après avoir perdu son bateau, Denden a décidé d'essayer une autre méthode, planant dans le ciel sur un deltaplane. Bien qu'il ait d'abord douté que cette méthode fonctionne, il n'avait pas d'autre choix. Il s'est lancé dans les airs, déterminé à ne pas abandonner, mais il s'est vite rendu compte qu'il ne savait pas dans quelle direction se trouvait Magmel. Au milieu de sa confusion, Inu est apparu, volant à ses côtés, utilisant le drone de Zero. Comme prévu, Inu est intervenu à nouveau avec calme, créant un ventilateur géant qui a propulsé Denden encore plus haut, ce qui a entraîné un nouvel atterrissage en catastrophe, cette fois dans un camion plein de cochons se dirigeant vers Magmel. Et ainsi, entouré de cochons, Denden a enfin atteint Magmel. Ce qui semblait être la fin de son long voyage rempli d'accidents l'a ramené au début de l'histoire. Coincé jusqu'à la taille dans la boue avec une tortue géante sur le point de le dévorer, alors qu'il attendait sa mort imminente, il a réalisé que la tortue avait patiemment écouté toute son intention avant de procéder à le manger. Mais juste au dernier moment, Inu est apparu, sauvant sa vie. Malgré tout ce qu'il avait traversé, Denden se sentait soulagé de ne pas être mangé, bien qu'il ait peut-être préféré cela plutôt que de revoir les visages de ce duo problématique. Par une journée apparemment paisible, Inu regardait un grand écran qui montrait des images d'un chat jouant. Alors que ses yeux étaient fixés sur l'écran, son esprit vagabondait vers des souvenirs de son enfance avec Shu, son maître. L'image d'une grande maison en bois perchée dans un vieil arbre est apparue dans sa mémoire, un refuge où il avait passé des moments importants sous la direction de Shu. À ses côtés, Zero suivait le spectacle avec enthousiasme. Chaque mouvement des chats à l'écran lui semblait adorable et un large sourire illuminait son visage. Des idées ont commencé à affluer dans son esprit et bientôt elle en est venue à une conclusion. Elle voulait adopter un chat. Ne pouvant se retenir, elle a demandé à Inu s'il pouvait en avoir un. Mais la réponse est venue froidement. Inu a catégoriquement refusé. Surprise par sa réaction, Zero a insisté. En voulant savoir pourquoi, Inu a fermement avoué qu'il détestait les chats. Dans son esprit, il était impossible de détester les chats, des créatures qu'elle considérait inoffensives et charmantes. Elle a même dit à Inu combien de personnes soulagent leur stress en regardant des vidéos de chats en ligne.
Cependant, Inu a expliqué qu'il y avait derrière ces vidéos adorables une conspiration, une force obscure utilisant les chats pour affaiblir les instincts de combat des gens. Zero ne pouvait s'empêcher de rire d'une telle idée, lui assurant que mentir n'était pas bon. En pointant les insignes sur la casquette d'Inu, qui était en forme de chat, Inu a précisé que ces insignes n'étaient pas des chats, mais un symbole avec une signification profonde. Alors que Zero continuait à observer les insignes de près avec curiosité, Inu commença à se souvenir de son passé. Il lui parla de son temps avec Shu et d'une conversation où il avait demandé pourquoi son maître semblait toujours si distant. Quan lui avait parlé de sa famille, révélant qu'il n'était plus dans ce monde parce qu'il n'avait pas pu les protéger. Malgré sa force, la perte de sa famille l'avait profondément affecté, et il conseilla à Inu de devenir une personne sage, lui rappelant que la force n'était pas toujours suffisante. Inu faisait face à un monstre sous l'œil vigilant de son maître. Avec une grande détermination, Inu essaya de le vaincre, mais Shuin intervint, tuant le monstre d'un seul coup. Cette nuit-là, Inu confronta son maître, contrarié parce qu'il n'avait pas été autorisé à montrer à quel point il s'était amélioré. Bien que Inu ait créé un couteau avec son pouvoir pour prouver son habileté, son maître lui rappela qu'il n'était pas encore prêt. Le lendemain matin, Inu marcha seul à travers la jungle, encore en colère contre la façon dont son maître l'avait traité. Soudain, il s'arrêta en voyant les cadavres de plusieurs aventuriers étendus au sol, tous chasseurs de monstres. Il reconnut les insignes sur leur poitrine, symbole de leur profession. En inspectant les lieux, un petit bruit attira son attention, et il découvrit une petite créature semblable à un chat. Bien que l'animal semblait effrayé, Inobu réussit à le calmer, et la créature s'approcha de lui avec confiance. Du haut d'un arbre, Shu observait la scène. Inobu décida de garder le petit animal et en rentrant chez lui, il l'appela Toto. La créature reconnaissante se blottit sur les genoux d'Inobu et avec un sourire sur son visage, Inobu commença à sculpter un insigne en forme de chat. Pendant le processus, Inobu se coupa accidentellement avec le couteau et en voyant le sang, son maître intervint, complétant la sculpture. Au fil du temps, Toto devint une partie importante de la vie d'Inobu. Bien que ce ne fût pas un animal de compagnie typique, il l'accompagnait toujours partout. Inobu l'entraîna à faire des tours simples comme courir après des bâtons, bien que cela ne se passe pas toujours comme prévu. Malgré les défis, leur lien se renforçait, et son maître, toujours vigilant, ne cessait de garder un œil sur le petit chat. Cependant, un jour, alors qu'il marchait dans la jungle, Inobu entendit des cris de détresse. Il trouva un homme piégé dans un piège à ours. Gravement blessé, Inobu s'approcha pour l'aider, mais il soupçonnait les intentions de l'homme qui semblait être impliqué dans le trafic de la faune du continent magmal. Lorsqu'il a vérifié le sac de l'homme, Inu a trouvé un oiseau précieux, très recherché sur le marché noir. Il a décidé de le libérer, ce qui a mis l'homme en colère, qui a sorti une arme et a menacé de tirer. À ce moment-là, Todo a commencé à agir étrangement, s'approchant de la blessure de l'homme pour lécher le sang. Inu a regardé avec horreur son petit animal de compagnie commencer à se transformer en un monstre gigantesque. D'un coup de patte, Todo a tué l'homme, et le collier qu'il portait s'est brisé en raison de sa croissance soudaine. Après avoir entendu cette partie de l'histoire, Zero a resté sans voix. Inu a continué à raconter comment, après la transformation, le monstre a attaqué sans pitié. Bien qu'il ait essayé de raisonner avec la créature, Inu a réalisé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Yuan lui a expliqué que lorsqu'une créature manielle boit du sang humain, il n'y a aucun moyen de la ramener à la normale. Désespéré par la situation, Inu a supplié son maître de lui permettre de prendre la responsabilité de la mort du monstre. Avec un grand courage, il a brandi son épée et a affronté la bête qui avait été son animal de compagnie bien aimé. La bataille a été féroce, et bien qu'Inu ait réussi à esquiver plusieurs attaques, la force du monstre était écrasante. Finalement, Inu, se remémorant tous les moments qu'il avait partagés avec Tar, Todo a ressemblé son courage et, d'un mouvement rapide, l'a vaincu. Des heures plus tard, après avoir enterré le corps énorme de la créature, Shu-in s'est approché de son élève et lui a remis le badge que Todo portait sur son collier, lui assurant qu'il avait agi correctement et que ce qui s'était passé n'était pas de sa faute. Inu est resté silencieux, se remémorant tout ce qu'il avait traversé avec son petit compagnon. À la fin de l'histoire, Inu et Zero étaient tous deux perdus dans leurs pensées, profondément émus. Son apprenti comprenait pourquoi Inu hésitait à avoir un autre animal de compagnie, bien qu'il fût attristé par l'histoire. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, ils furent interrompus par un client. C'était une petite fille qui pleurait de manière inconsolable parce que son animal de compagnie avait disparu. Voyant la détresse de la fille, Inu lui promit qu'il retrouverait son chat, la rassurant, bien que la fille lui ait finalement dit que ce n'était pas un chat, mais un chien. Eh bien, le dessin n'était pas très bon, il faut le dire. Alors qu'Emilia et Owen survolent le vaste continent de Magmal à bord de leur imposant vaisseau autoposé, ils s'approchent d'une zone traîtresse connue sous le nom d'Octogone du Mal. Cette zone a une réputation notoire, avec d'innombrables aéronefs s'écrasant mystérieusement là-bas. Malgré les avertissements, Owen se sent confiant. Après tout, il pilote l'hélicoptère le plus durable et le plus avancé du monde. Construit à partir de minéraux rares extraits de Magmal lui-même, il croit qu'ils sont intouchables. Mais Emilia n'est pas si sûre. Les rapports inquiétants sur la zone pèsent sur son esprit, et elle soupçonne qu'il y a plus dans ces accidents qu'il n'y paraît. Résoudre ce mystère pourrait signifier une avancée pour leur entreprise.
Alors qu'ils s'enfoncent plus profondément dans l'octogone du mal, d'énormes créatures ressemblant à des grenouilles émergent des eaux en dessous, les observant de près. Sans avertissement, les grenouilles lancent d'énormes rochers sur le navire, utilisant leur langue comme des catapultes. Les soldats à bord réagissent rapidement, déployant les armes du navire pour repousser l'assaut. Mais le bombardement s'intensifie et bientôt ils sont submergés par le volume de pierres qui leur arrive dessus. Les moteurs du navire commencent à tousser et avant qu'ils ne puissent réagir, quelque chose entre en collision violemment avec l'hélicoptère. À travers les caméras du navire, Emilia regarde avec horreur une immense silhouette humanoïde étendre à l'ombre, saisissant le navire et le traînant vers le sol, déterminée à le faire s'écraser. Les coassements de la créature résonnent de manière sinistre, alors qu'une petite silhouette humanoïde troublante, avec un sourire malveillant, apparaît des ombres. De retour en ville, le docteur Chester se précipite vers la base des Inuits pour demander leur aide. Lors de sa visite, Zora, une fille particulière avec un amour inexplicable pour les guimauves, bavarde avec enthousiasme sur son obsession sucrée. Mais l'arrivée du docteur change le ton de la conversation, alors qu'il informe Inu et Zero que sa fille a disparu sur le continent. Intrigué par l'affaire, Inu accepte d'aider, à condition que la récompense soit substantielle. Après une brève négociation, il s'accorde sur un paiement triple en raison des circonstances désastreuses. Pendant ce temps, sur le site du crash, Emilia décide de sortir de l'hélicoptère malgré les protestations d'Owen. Craignant que le danger rôde encore. Cependant, Emilia raisonne que si l'attaquant avait vraiment l'intention de nuire, il serait déjà mort. En explorant les décombres, elle tombe sur un cimetière de navires et d'avions abattus. Puis elle aperçoit à nouveau la silhouette humanoïde, la même que celle des caméras. La figure mystérieuse disparaît rapidement, pour réapparaître derrière elle, se téléportant avec une vitesse alarmante. En même temps, Zero et Inu déploient leurs drones et informent Owen qu'une équipe de secours est en route. Mais alors que la flotte s'approche de la zone de crash, elle est immédiatement attaquée par les mêmes créatures ressemblant à des grenouilles qui ont abattu le navire d'Owen et d'Emilia. Les soutient la petite figure humanoïde qui utilise ses bras allongés pour faire tomber les hélicoptères du ciel avec une force dévastatrice. Ébahis, Owen et Emilia peinent à comprendre le chaos qui se déroule devant eux. Pendant le voyage, Inu demande à Zero ce qu'il en est de la situation. Elle confirme que la petite figure est Aaron, un natif du continent. Inu demande au docteur Chester d'observer les caméras et ensemble, ils repèrent la petite figure humanoïde causant le désordre. Alors que les grenouilles s'approchent du navire échoué, Owen, désespéré, ordonne à ses soldats d'engager l'ennemi. Emilia essaye de les arrêter, sachant qu'Aaron, le natif, méprise les armes. Mais ces avertissements tombent dans l'oreille d'un sourd et les soldats ouvrent le feu. Aaron se déplace avec une agilité incroyable, esquivant les balles et désarmant les soldats sans effort avec ses bras puissants. La bataille fait rage jusqu'à ce que les soldats tirent un missile touchant Eren de plein fouet. Mais alors que la poussière retombe, Aaron émerge indemne, poursuivant son assaut et forçant les soldats à battre en retraite. Juste à ce moment-là, l'hélicoptère d'Aaron Inu arrive, attirant l'attention d'Aaron. Conscient du danger, Inu demande à Chester s'ils ont des armes à bord. Chester confirme que l'hélicoptère est armé, étant donné l'environnement hostile. Aaron lance l'un de ses bras vers l'hélicoptère, mais Inu et Chester parviennent à sauter juste avant qu'il ne frappe, détruisant l'appareil. Heureusement, le drone de Zero les attrape en plein vol, les livrant en toute sécurité aux côtés d'Emilia. Emilia explique qu'Eren est une créature native, une créature de Magmal, possédant une intelligence égale ou supérieure à celle des humains. Enfin, le docteur Chester est réuni avec sa fille et Aaron s'approche prudemment, reconnaissant l'aide de Inu. Le docteur Chester écoute Emilia, qui insiste sur le fait qu'Eren n'est pas dangereux, il déteste simplement les armes. Inu s'avance pour affronter le natif, acceptant le défi tacite dans le regard d'Aaron. Ce qui suit est un combat intense au corps à corps. Erin attaque avec une vitesse aveuglante, mais Inu esquive habilement ses frappes. Le combat est une démonstration magistrale de compétence. Les deux échangent des coups dans une confrontation tendue. À la fin, Inu prend l'avantage et défait Eren. Mais au lieu d'infliger des blessures, Eren est enseveli sous une avalanche de guimauves. À la grande surprise de tous, la petite créature, ravie par cette friandise sucrée, commence à grignoter les guimauves aux côtés de ses compagnons grenouilles, provoquant un soupir collectif de soulagement. Zero, amusé par ce retournement de situation, les rejoint dans ce festin improvisé. Finalement, Inu promet à Eren qu'ils ne s'immisceront plus dans son territoire. Satisfait de cette paix retrouvée, Aaron accepte de les laisser tranquilles. Le docteur Chester, profondément reconnaissant pour l'aide d'Inu, s'excuse pour les désagréments et propose une récompense. Toujours pragmatique, Inu demande un nouvel hélicoptère et autre chose que des guimauves, provoquant des rires tout autour alors que la première grenouille croît son approbation. Des jours après leurs aventures initiales, Inu et Zero se retrouvent dans le territoire mystérieux de Magmel, rassemblant de la nourriture. La tâche était routinière jusqu'à ce que Zero prenne, sans le savoir, une méduse Z dangereuse. Inu, avec son calme habituel, lui a averti que la créature était mortelle si elle était consommée, ce qui l'a poussé à la lâcher immédiatement.
Terrifié par la possibilité d'être empoisonné, la tension est rapidement montée alors que Zéro l'accusait d'être responsable de leur situation actuelle. Ayant gaspillé leur argent, alors qu'ils poursuivaient leurs recherches, Inu remarqua une lumière brillante au fond de la forêt et, curieux, décida d'enquêter. En suivant la lumière, ils arrivaient dans un village abandonné en ruine. Zéro ne put s'empêcher de commenter à quel point l'endroit était étrange et ses pensées dérivaient vers l'idée de Fantôle. Sans réfléchir, elle envoya son drone explorer les environs. Pendant ce temps, caché parmi le feuillage, un homme armé d'un fusil visa Inu, le capturant. Peu après, le jeune homme fut emmené dans ce qui semblait être un vieux café, où l'homme connu sous le nom de Tabou l'attacha et resta silencieux tout en remplissant des boîtes de balles. L'atmosphère était tendue. Cherchant un semblant de normalité, Inu tenta de commander un café, mais cet homme appelé Tabou l'ignora complètement. Après un bref silence, Tabou routit enfin son mutisme en demandant ce que Inu faisait là. Calmement, le jeune homme expliqua qu'il cherchait juste de la nourriture, sans intention de s'immiscer dans la vie de Tabou. Malgré l'explication, Tabou pointa à nouveau son fusil sur lui, scrutant à travers la lunette. Mais au lieu de tirer, il décida de couper les cordes qui le liaient. Inu, aussi calme que jamais, a de nouveau suggéré qu'il prenne un café. Mais lorsqu'aucune réponse ne vint, il se leva et commença à partir. Avant de quitter les lieux, Inu remarqua une photo accrochée au mur montrant Tabou avec une femme. Le chasseur, voyant qu'Inu regardait l'image, lui ordonna brusquement de partir, ce qui poussa Zéro à le traiter de grossier. Alors qu'il s'éloignait, Inu ramassa des fruits étranges ressemblant à des yeux et les montra au drone de Zéro, qui recula d'horreur à la vue. Inu, avec son attitude insouciante, la rassura en disant que malgré leur apparence, les fruits étaient sucrés et savoureux. De retour au café, Tabou fixait la même photo qui avait attiré l'attention d'Inu, et son esprit s'égara dans des souvenirs de temps plus simples où la vie était plus facile. Il se remémora les jours où il servait du café aux clients pendant que sa fille s'occupait des cultures. Perdu dans cette nostalgie, le présent le frappa durement. Une créature monstrueuse avait attaqué Inu. Loin d'être alarmé, le jeune homme y vit une opportunité, pensant à quel point la viande du monstre serait idéale pour un bon repas. Déterminé à chasser la bête, Inu utilisa ses compétences pour lancer une attaque contre elle. Cependant, la créature esquiva et commença à fuir, s'échappant à grande vitesse. Anu et Zéro la poursuivirent jusqu'à atteindre une clairière dans la forêt. Juste au moment où ils pensaient l'avoir acculée, un monstre beaucoup plus grand émergea du sol, engloutissant la créature plus petite d'un seul coup avant de replonger dans la terre. Zéro était stupéfait, tandis que Inu expliquait que c'était la première fois qu'il voyait une telle créature. Mais s'ils savaient que ces monstres n'apparaissaient que lorsqu'ils avaient faim. Alors qu'ils exploraient la région, ils tombèrent sur un vieux cimetière. Les tombes étaient couvertes de fragments, des fleurs fraîches suggérant que quelqu'un était venu récemment. Sans avertissement, un coup de feu près du pied d'Inu brisa le silence. Tabou apparut, lui rappelant qu'il leur avait ordonné de partir. Alors qu'il rechargeait son fusil pour un autre tir d'avertissement qui siffla près de la tête d'Inu. Ne souhaitant pas d'autre confrontation, Inu obéit et s'éloigna vers les arbres, laissant Zéro fulminer contre le comportement de l'homme. Dans le cimetière, Tabou entendit un rugissement lointain et, sans réfléchir, courut vers la source du bruit. En atteignant une clairière, il regarda à travers la lunette de son fusil et aperçut le monstre qu'il avait vu plus tôt, le même qui lui avait tout pris dans le passé. Le chasseur se souvenait douloureusement du jour où il avait perdu sa fille. Dans sa mémoire, il revivait le chaos et la destruction que la créature avait causé dans son village. Au milieu de la confusion, un villageois avait essayé de sauver un enfant, risquant presque sa vie dans le processus. Cependant, c'était Tabou qui, d'un tir bien placé, avait stoppé la bête, bien que pas avant qu'un bâtiment s'effondrant ne le piège sous les décombres. Dans le présent, Tabou reconnaissait le monstre, notamment par l'absence de l'un de ses yeux. Malgré sa détermination, sa visée faiblit à cause de l'épuisement, alertant la créature. Dancio, qui était à proximité, observa la scène et malgré la suggestion de Zéro d'aider Tabou, il choisit de rester en retrait. Tabou, quant à lui, fut projeté contre une roche par le monstre, mais le souvenir de sa fille décédée lui donna la force de se relever une fois de plus. Avec le monstre qui s'approchait, Tabou utilisa sa dernière balle, visant directement la bouche de la créature. Le tir fut précis, perçant son crâne et la tuant instantanément. De retour au café, Inu revint, espérant que Tabou lui préparerait un café. Cependant, voyant que c'était une tâche impossible, il rendit simplement le collier qui avait appartenu à la fille de Tabou, qu'il avait perdu pendant le combat. Surpris par la gentillesse d'Inu, Tabou lui offrit finalement une tasse de café. À la grande joie d'Inu, la journée de 0,0 commence de manière troublante. Après une nuit agitée, elle se réveille perturbée par une image vive d'un cauchemar où elle voit une femme nourrir son maître Inu dans son bureau. La situation la laisse perplexe et suscite un sentiment de jalousie qu'elle ne peut ignorer. En voyant son maître heureux avec cette femme inconnue, Zéro se sent mal à l'aise, insécure et embarrassé. Surtout après avoir remarqué l'étrangeté de la scène et comment Inu s'était sali avec du pudding, ce qui n'a fait qu'accroître son anxiété. Mais finalement, elle réalise que ce n'était qu'un rêve, un étrange reflet de ses émotions intérieures.
Malgré le fait de savoir que ce n'était qu'un cauchemar, l'inconfort persiste. Zéro devient obsédée par l'idée qu'elle doit changer. Elle veut être perçue comme plus mature et l'image de son maître heureux avec quelqu'un d'autre la pousse à prendre une décision radicale. Déterminée à grandir et à ne plus être vue comme une enfant par les autres, surtout par Inu, elle décide de sortir de sa zone de confort et de visiter un magasin de vêtements. Dans la boutique, un costume au style adulte attire son attention. Bien qu'elle l'aime, le prix élevé la décourage. Juste à ce moment-là, Emilia apparaît, surprenant Zéro qui essaie de garder son calme et explique qu'elle n'est pas avec Inu aujourd'hui parce que c'est sa journée privée. Remarquant l'intérêt de Zéro pour le costume, Emilia l'encourage à l'essayer. Au début, Zéro refuse, se sentant mal à l'aise avec l'attention qu'elle reçoit, mais finit par accepter à contre-cœur. Cependant, lorsqu'elle enfile le costume, elle fait face à une nouvelle réalité. En raison de sa petite taille, les vêtements sont trop grands et peu flatteurs. Bien que le vendeur essaye de l'aider en lui proposant différentes tenues, aucune ne semble correspondre à l'image que Zéro essaye de projeter. La frustration commence à s'installer. Mais juste avant d'abandonner, elle quitte la boutique avec une nouvelle prise de conscience. Elle a besoin de plus que de simples vêtements pour paraître adulte. Alors qu'elle se promène, Zéro partage avec Emilia son désir de sembler plus mature. La conversation est interrompue par Daysim qui les invite à manger du pudding. Cette offre ravit Zéro, mais son objectif demeure. Elle doit apporter davantage de changements pour atteindre son idéal d'âge adulte. Après le repas, ils parlent à nouveau des souhaits de Zéro et Daisom suggère un changement de coiffure comme moyen d'atteindre cet objectif. Ils rendent visite à un styliste où Zéro essaie différentes coiffures, mais aucune ne semble la convaincre. Après plusieurs tentatives, il décide de teindre ses cheveux en une couleur sombre, semblable à celle de la femme de son cauchemar. Bien que les autres conviennent que ce changement la rend plus mature, Zéro n'est pas satisfaite. Sa petite taille reste un obstacle significatif, et bien qu'elle ait fait des progrès, elle se sent toujours éloignée de l'image adulte qu'elle souhaite projeter. Daisim, toujours l'esprit proactif, suggère une solution plus radicale, trouver un moyen d'augmenter la taille de Zéro. Il se dirige vers la boutique de Denden, un vendeur qui, selon les rumeurs, pourrait avoir un médicament pour résoudre le problème. Cependant, lorsqu'on lui demandait, Denden explique qu'il n'a rien en rapport avec la croissance. Néanmoins, il mentionne l'existence d'un arbre à magmal qui porte des fruits de croissance dont il a lu dans un livre, bien qu'il ne soit pas sûr qu'un tel arbre existe réellement. Intriguée par l'idée, Emilia propose une expédition à Magmal pour trouver l'arbre, ce qui surprend Denden, qui hésite d'abord à les rejoindre. Cependant, avec un peu de persuasion douce, il accepte de les guider pour atteindre Magmil. Daisim les conduit à une immense piscine d'où émerge un hélicoptère, étonnant tout le monde présent. Maintenant à Magnol, Denden montre des signes d'inquiétude quant au danger qu'il pourrait rencontrer. Mais Daisim, toujours optimiste, les rassure en organisant un élégant repas en plein air avec l'aide de ses majordomes. Alors qu'ils mangent, une créature semblable à un lion avec des ailes s'approche d'eux, ce qui met Denden sur les nerfs. Zéro, courageuse, s'approche calmement de l'animal et lui offre une carotte, révélant qu'il s'agit d'une créature végétarienne inoffensive. Cet acte de bravoure surprend tout le monde et marque le début du véritable voyage. Le groupe poursuit son chemin à travers des paysages peuplés de créatures étonnantes, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin l'arbre aux fruits de croissance. Zéro essaie d'atteindre l'un des fruits, mais sa petite taille devient à nouveau un obstacle. Après plusieurs tentatives, ils parviennent à obtenir un des fruits, bien que la stabilité du groupe soit compromise et qu'ils finissent par tomber sur Denden. Pour s'assurer que les fruits ne sont pas toxiques, ils forcent Denden à en essayer un en premier. Bien que rien ne semble se passer au départ, lorsque Denden se lève, il réalise que ses jambes vont pousser de manière disproportionnée, malgré le fait que le fruit est clairement augmenté de taille. Ce n'est pas ce qu'il cherchait. Il décide de continuer à explorer à la recherche de plus de fruits, atteignant un marais où Denden, sans le savoir, mange un autre fruit, ce qui fait que sa tête devient absurdement grande. Le chaos continue lorsqu'ils essaient un autre fruit, faisant grandir tout son corps, le transformant temporairement en géant. Le pauvre Denden est devenu le cobaye du groupe. Au milieu de cette folie, une massive créature ressemblant à un escargot apparaît et commence à attaquer. Les valets essaient de la repousser, mais leurs armes sont inefficaces. Zéro utilise son drone pour distraire le monstre, mais il libère des spores qui forment des cages végétales, piégeant le groupe. La situation semble désespérée jusqu'à ce que Inu apparaisse, frappant l'escargot et l'envoyant voler dans les airs. Cependant, la bataille n'est pas encore terminée, et Inu ordonne au groupe de s'échapper pendant qu'il affronte la créature. Alors qu'il lutte pour se libérer des cages, Denden est une fois de plus contraint d'essayer un autre fruit, cette fois avec des résultats plus utiles. Il grandit juste assez pour libérer le groupe, et finit par vaincre l'escargot d'un coup de pied colossal, profitant de l'occasion pour porter un coup final à la créature. De retour chez eux, Zéro s'excuse auprès de Inu d'être allé à Magmil sans l'informer. En essayant d'expliquer la raison de leur voyage, Inu révèle que le livre sur lequel ils ont basé leurs recherches était en réalité faux. Malgré tout, Zéro réalise que même si elle n'a pas atteint l'âge adulte qu'elle recherchait, elle s'est beaucoup amusée pendant l'aventure et a appris des leçons précieuses sur elle-même.
Après cela, nous voyons Inoue faire face à une créature colossale en forme de dinosaure, utilisant ses pouvoirs pour matérialiser une épée qui brille d'énergie. D'un seul coup précis, il vainc le monstre. Plus tard, un couple s'approche de lui, le remerciant d'avoir réussi à accomplir la mission dangereuse. Inoue répond par un bref adieu. En revenant vers son apprenti, Zero le félicite avec un sourire admiratif pour son habileté, mentionnant qu'ils avaient besoin du paiement de cette mission puisque le réfrigérateur ne contenait que de la sauce tomate. Malgré l'excitation de leur succès, Inoue commande qu'ils auront du steak pour le dîner ce soir, une déclaration qui surprend Zero, qui l'avertit qu'ils ne devraient pas dépenser autant juste parce qu'ils ont reçu une récompense. Après un bref débat, ils décident d'un dîner plus simple, des croquettes, bon marché, mais savoureuses. Alors qu'ils se détendent après la mission, un rire étrange résonne dans l'air, interrompant le calme. Et vous, toujours vigilant, partez enquêter. En suivant la source du rire, il rencontre un homme particulier, jouant avec un serpent à 2 têtes qui s'enroule joyeusement autour de lui. Cet individu souriant et insouciant se présente comme Rupert, un érudit de la faune de magma, qui explique que le serpent est inoffensif. Pendant qu'il parle, une libellule appartenant à Zero attire son attention. Et Rupert, fasciné par les créatures exotiques, commence à partager des détails sur l'évolution des animaux dans ce territoire sauvage. Inoue observe Rupert se déplacer avec agilité et confiance à travers l'environnement dangereux, leur montrant son endroit préféré, un gigantesque arbre rempli de nids. Dans l'un de ces nids, 3 oisillons attendent de la nourriture. Excité, Rupert grimpe pour les nourrir lorsqu'une créature ressemblant à un dinosaure avec une étrange tête en forme de fleur émerge des sous-bois. Rupert, inconscient du danger, s'approche de l'animal, mais Zero l'arrête juste au moment où le monstre libère un gaz toxique. Inoue crée rapidement une flèche d'énergie pour distraire la créature et disperse le gaz avec un éventail qu'il invoque. Bien que secoué, Rupert est plus préoccupé par la sécurité des oisillons que par sa propre vie. Ailleurs, 2 individus connus sous les noms de DJZ et BabyFat sont occupés à enregistrer des vidéos pour YouTube, où ils jouent aux fléchettes en utilisant un pauvre animal attaché à un arbre comme cible. Après avoir disputé de l'excitation que pourrait susciter la vidéo, DJZ lance une fléchette fatale, mettant fin à la vie de la créature. Pendant ce temps, Inoue explique à Rupert le gaz émis par le dinosaure floral, qui induit des hallucinations liées aux peurs les plus profondes. Rupert, inquiet face aux récentes morts de plusieurs animaux dans la région, se souvient d'en avoir trouvé certains crucifiés avec la bouche pleine de pierres, un mystère qu'il n'a pas encore résolu. De retour avec DJZ et BabyFat, les youtubeurs sont insatisfaits de leurs vidéos et décident d'intensifier leur jeu macabre. En découvrant l'immense arbre rempli de nids, DJZ propose de l'incendier, pensant que cela leur apportera plus de vues sur leur chaîne. En indifférence cruelle, ils arrosent les nids d'huile et mettent le feu. Riant en filmant le désastre, Inoue et Rupert, voyant la colonne de fumée au loin, courent frénétiquement vers la scène. À leur arrivée, l'arbre est complètement englouti par les flammes et les poussins dont Rupert tenait tant à cœur ont perdu leurs parents dans l'incendie. La tristesse et la colère submergent Rupert, qui se remémore avec nostalgie le moment où il a trouvé les jeunes oiseaux et leur a donné une seconde chance à la vie en reconstruisant leur nid. Pendant que Xerox inspecte la zone, il trouve des preuves que le feu a été allumé délibérément. En suivant ces indices, il découvre la chaîne des coupables, DJZ et BabyFat. Rupert, consumé par la fureur, décide de prendre les choses en main. En confrontant les youtubeurs, il exige qu'ils s'excusent pour ce qu'ils ont fait. Mais ils essaient de justifier leurs actions, disant que les animaux de Magnol ne sont rien d'autre que des monstres. DJZ se moque même de Rupert, insinuant qu'il est un hypocrite pour défendre les animaux alors qu'il mange sûrement de la viande lui-même. La tension monte lorsque DJZ, dans un acte de provocation, met le feu à un petit lézard couvert d'huile à proximité, s'attendant à le voir brûler. Cependant, Inoue intervient et éteint les flammes, démontrant que de telles créatures sont résistantes au feu. Saisissant l'occasion, il plaisante en disant que puisqu'ils l'ont cuisiné, ils pourraient aussi bien le manger. Cela terrifie le bébé Fat, qui s'enfuit dans la panique. Rupert, encore en colère, se prépare à attaquer DJZ avec un couteau, déterminé à venger les poussins. Cependant, Inoue l'arrête juste à temps, lui rappelant de ne pas devenir le genre de personne qu'il méprise. Alors qu'ils se disputent, le sol commence à trembler, et une créature géante semblable à une plante émerge de la forêt, attirée par les graines de pavot qu'Inoue avait précédemment utilisées pour distraire le dinosaure. Au milieu du chaos, ils attachent DJZ à un rocher, le laissant à la merci du monstre, qui libère un nuage de gaz hallucinogène. Piégé dans ses pires cauchemars, DJZ crie alors que la créature l'entoure. De loin, Rupert et Inoue regardent, et lorsque Rupert demande ce que DJZ pourrait voir, Inoue répond simplement que tout le monde a quelque chose qu'il craint profondément. De retour en ville, Zero rapporte qu'il a téléchargé la vidéo du youtubeur sur leur propre chaîne, exposant leurs actions et les rendant la risée d'internet. Maintenant, par honte, il est peu probable qu'ils apparaissent un jour en public ou commettent à nouveau de tels actes cruels. Rupert, plus calme,
admet maintenant que, dans sa colère, il pensait que tuer était justifié. Mais grâce à Inyu, il a réalisé qu'il n'est pas juste de jouer avec la vie des autres. Il remercie sincèrement Hanyu pour son aide précédente. Avant de partir, Inyu monte dans l'hélicoptère avec Zero et, dans un moment d'humour détendu, suggère qu'il devrait enfin avoir ce steak qu'il désirait. Mais Zero lui rappelle qu'il vaut mieux ne pas se laisser emporter. Il décide donc que les croquettes ne sont finalement pas une si mauvaise option. La nuit était sombre et silencieuse, mais dans l'esprit de Zero, tout était chaos. Le cauchemar qui la tourmentait l'avait transportée dans un endroit lugubre où elle était enchaînée, les chaînes entravant ses mouvements. Au loin, des pas résonnaient, se rapprochant de plus en plus, jusqu'à ce qu'une silhouette d'un vieil homme troublant émerge des ombres. Son visage macabre la terrifiait, et malgré ses supplications, il n'y avait pas d'échappatoire. L'homme sortit une télécommande, appuya dessus, et un choc électrique parcourut son corps. La douleur la réveilla dans son lit, en sueur et tremblante, hantée par l'image du vieil homme. Cependant, le monde réel n'offrait pas beaucoup de réconfort. Un bruit sourd brisa le silence de sa chambre, et encore secouée, Zero alla enquêter. En atteignant la chambre d'Inu, elle le trouva étendu sur le sol, profondément endormi, étant tombé de son lit. La vue la rassura momentanément, lui rappelant combien il avait pris soin d'elle à de nombreuses occasions. Elle retourna dans son lit et essaya d'oublier le cauchemar, mais le sentiment de malaise persistait. Le lendemain matin, l'air portait une atmosphère étrange, et Yu, qui d'habitude se levait plus tard, s'était déjà levé avant elle, un détail qui l'alarma immédiatement. Quelque chose n'allait pas, pensa-t-elle. La marque inhabituelle sur le calendrier et son départ précipité sans même vouloir prendre le petit déjeuner n'ont fait qu'accroître son inquiétude. Après le départ d'Inu, Zero essaya de chasser son malaise et décida de retrouver ses amis pour se confier. Au cours de la conversation, elle tenta de les convaincre que quelque chose d'étrange se passait. Chester et Emilia ne le trouvaient pas particulièrement bizarre, mais pour Zero, il était évident que quelque chose n'allait pas. Elle se remémora la marque sur le calendrier et comment Inu n'avait jamais expliqué ce que cela signifiait. Alors que leur discussion se déroulait, ils mentionnèrent Shu, un ancien compagnon d'Inu, quelqu'un que Zero n'avait jamais rencontré, ce qui fit plonger son esprit dans des souvenirs sombres de son passé. Ces souvenirs l'enveloppèrent d'une intensité troublante. Elle se rappela la première fois qu'elle avait vu le vieil homme qui l'avait tourmenté. Son sourire macabre et la cruauté de ses méthodes. Le même homme qui l'avait forcé à traquer Inu sous la menace de torture. Mais quand elle l'avait enfin trouvé, il n'avait pas répondu par la violence. Au lieu de cela, il l'avait touché doucement et lui avait promis que tout irait bien. Cette promesse avait marqué un tournant dans sa vie. Alors qu'elle parlait avec ses amis, une ombre se profilait sur eux depuis le comptoir du bar. Un homme encapuchonné observait chacun de leurs mouvements, relayant les informations à Bulliston, le vieil homme qu'elle craignait. Tant de chaos était sur le point d'éclater ailleurs à Magmal dans l'Universel, Yu était arrivé dans une maison en bois perchée sur un arbre, à un endroit qu'il avait autrefois partagé avec Shu-in. Il nettoyait la maison, essayant de clarifier son esprit, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la promesse qu'il avait faite à son maître avant son départ de protéger Zero à tout prix. Ses pensées erraient à travers ces moments douloureux alors qu'il se préparait au conflit imminent. Pendant ce temps, dans la ville, la situation devenait encore plus sombre. Burton avait mobilisé ses hommes de main encapuchonnés et lorsque Zero rentra chez elle, elle fut accueillie par une scène qui la remplit de terreur. À l'endroit où elle s'attendait à trouver Inu, elle trouva à la place le vieil homme assis, l'attendant, tandis que la panique l'envahissait alors que des souvenirs de ses tortures passées tourbillonnaient dans son esprit. Malgré ses tentatives de se défendre, l'un des hommes de main de Burton l'attaqua avant qu'elle ne puisse utiliser ses pouvoirs. Burton ne perdit pas de temps pour rappeler à Zero qu'il était son véritable maître, lui montrant un nouvel appareil de contrôle, le même qu'il avait utilisé pour la soumettre lorsqu'elle était plus jeune. La menace de retourner à cette vie l'a paralysée. Sur un grand écran, Burton lui montra des images de ses amis, chacun étant acculé par ses hommes de main. Le désespoir l'a consumée. Lorsqu'elle demanda à Burton ce qu'il voulait, il répondit simplement que tout dépendait de son obéissance. La situation devint encore plus tendue lorsque Burton fit exploser une bombe dans le magasin où l'un des amis de Zero, Benden, passait sa journée habituelle. Le bruit de l'explosion secoua Zero jusqu'à son âme. Maintenant, Burton exigeait à nouveau qu'elle reconnaisse qui était son véritable maître. Sous la menace d'éliminer le reste de ses proches, Zero, dévastée et sous le choc, céda enfin. À travers des larmes et d'une voix tremblante, elle reconnut Burton comme son maître. Pendant ce temps, Inyu se dirigeait vers la ville en hélicoptère, complètement inconscient du danger imminent menaçant ses proches. À son arrivée, Inyu reçut un message de Burton, un cruel rappel de la façon dont il avait autrefois sauvé Izero de ses griffes dans le passé. À travers le message, Burton lui montra comment ses amis étaient tués un par un par les hommes de main qui les avaient capturés. La rage et l'impuissance submergèrent Inyu. Il savait que Burton ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas détruit tout ce qu'il aimait. Lorsque la transmission prit fin, Inyu réalisa qu'il avait un homme encapuchonné derrière lui, avec un insecte explosif attaché à sa tête. L'homme encapuchonné fit exploser l'engin et Burton, observant depuis une camionnette au loin, se retira en riant, satisfait d'avoir exécuté son plan, faisant comprendre à Inyu que la vengeance ne faisait que commencer.
La base était silencieuse, rompue seulement par le bourdonnement lointain des machines et l'écho des pas résonnant à travers les couloirs métalliques. Burton, le regard lointain, traça la cicatrice qui traversait son visage, un rappel d'une bataille passée. Il se souvenait comment Inoue avait détruit toutes ses installations dans le passé, lui laissant cette marque indélébile, non seulement sur sa peau, mais aussi sur sa fierté. Maintenant, avec son expérience de retour dans la cellule, un mélange de vengeance et d'obsession le consumait. Inoue n'avait qu'à été un simple adversaire, il avait détruit les rêves de Burton, ses plans. Maintenant, tout allait reprendre sa place. Burton s'enfonça dans des pensées sombres, se remémorant les expériences qu'il avait infligées à Zioren lorsqu'elle n'était qu'une enfant. Il cherchait à libérer en elle un pouvoir que seule la douleur pouvait éveiller. Encore et encore, il avait recours à la torture psychologique et physique, espérant que la souffrance serait le catalyseur pour enflammer le don latent en elle. Mais maintenant, alors qu'il activait son appareil, un autre choc secoua Zioren, la laissant tremblante dans l'obscurité froide de sa cellule. Complètement épuisée, elle s'accrochait à un dernier espoir. Son maître, Zioen, allongé sur le sol humide, ferma les yeux alors que son corps tremblait encore sous le choc. Malgré tout, sa foi que Inigu viendrait la sauver restait intacte. Cependant, une ombre de doute commença à grandir en elle. Allait-il bien? Avait-il réussi à survivre à l'attaque? Elle essaya de se convaincre qu'il l'avait fait, qu'il était toujours en vie et que d'une manière ou d'une autre, il viendrait pour elle. Le silence dans sa cellule fut interrompu lorsqu'une petite assiette de nourriture glissa à travers une fente dans le mur. En jetant un coup d'œil à travers l'ouverture, Zioren pouvait voir d'autres jeunes prisonniers dans des cellules voisines. Leurs visages étaient pâles, marqués par le désespoir. Parmi eux, elle reconnut Roku, un garçon qu'elle avait déjà vu auparavant. Il, en colère, la regarda avec dédain, affirmant qu'elle recevait toujours un traitement de faveur. Bien que Zero ait essayé de lui parler, l'amertume dans la voix de Roku était claire. Il avait été un latchheder comme elle, mais avait perdu ses pouvoirs après avoir été repris. Roku expliqua qu'après s'être échappé lors de la première attaque de Inoue, ils avaient été capturés à nouveau, et en punition, leur capacité avait été retirée. Maintenant, il n'y avait plus d'espoir pour aucun d'eux. Alors que Roku était emmené par des figures encapuchonnées, Burton, observant depuis son bureau, regardait à travers les caméras. Il vit que Inoue avait survécu à l'attaque. Bien que meurtri, Inoue avait réussi à s'échapper en hélicoptère et se dirigeait maintenant vers la base pour sauver Zero. Burton sourit pour lui-même, convaincu que les événements à venir seraient divertissants. Roku fut emmené devant Burton, qui le servait derrière un épais panneau de verre. Le vieil homme remercia Roku pour le cadeau qu'il lui avait autrefois offert, faisant référence à ses pouvoirs perdus. Mais maintenant qu'il n'était plus utile, il ne restait qu'un seul but pour lui. Du plafond, des dispositifs libérèrent des insectes qui s'accrochèrent à la tête de Roku, la tenant comme s'ils étaient des dards. Les cris de douleur de Roku résonnèrent dans les couloirs, atteignant la cellule de Zero, qui frissonna en les entendant. Elle savait que quelque chose de terrible se passait. Tard dans la nuit, Inoue arriva à la base maritime de Burton. Les caméras alertèrent Burton de sa présence, et le vieil homme se prépara à la confrontation finale. Pendant ce temps, Zero pleurait inconsolablement dans sa cellule, se remémorant tous les moments passés avec son maître, les missions, les tâches et les leçons. Tous ces souvenirs, si chaleureux et réconfortants, semblaient désormais lointains, presque irréels. Elle craignait de ne jamais revoir Inoue, et le désespoir commença à l'envahir. En toute discrétion, Inoue s'infiltra dans la base. Les énormes tuyaux qui l'entouraient commencèrent à se desserrer, mais il les évita habilement, avançant vers une chambre où plusieurs silhouettes encapuchonnées l'attendaient. Soudain, un écran descendit du plafond, projetant une vidéo en direct de Burton. Avec un sourire moqueur, le vieil homme commença à parler, expliquant comment il avait eu besoin de temps pour se remettre de leur dernière rencontre, et comment il était désormais devenu beaucoup plus puissant. Inoue, cependant, resta imperturbable et demanda seulement des nouvelles de Zero. Burton, avec dédain, répondit que Zero était dans la pièce à côté, mais qu'Inoue n'avait pas besoin de savoir une telle chose. Voyant qu'Inoue continuait à insister, Burton, irrité, ordonna à ses subordonnés de l'éliminer. Un par un, les silhouettes encapuchonnées se jetèrent sur Inoue, mais grâce à ses compétences, il les évita facilement. Frustré, Burton fit exploser l'un de ses sbires, mais Inoue réussit à se mettre à l'abri derrière une colonne, évitant l'explosion. Réalisant cela, Burton ordonna à ses hommes d'entourer Inoue et fit immédiatement exploser 3 de ses sbires. À sa grande surprise, cependant, Inoue resta indemne. En effet, il avait utilisé l'une de ses mains générées par ses pouvoirs pour bloquer les dégâts. Bien qu'il ait échappé au pire, Inoue se retrouva piégé sous un pilier tombé. Affaibli, Roku, le dernier sbire vivant, s'approcha. Inoue coupa rapidement le collier explosif de son cou, croyant que cela le sauverait. Mais de loin, Burton expliqua cruellement que le collier n'était plus le seul dispositif empêchant une explosion. Un insecte attaché à la tête de Roku explosa et la déflagration fit s'écraser Inoue contre un pilier voisin. Burton entra dans la pièce, trouvant Inoue gravement blessé. Malgré son état, Inoue continua à poser la même question. Où est Zero? Avec un grand effort, il se leva et créa une épée. Cependant, alors qu'il avançait vers Burton avec ses pouvoirs, le vieil homme révéla une nouvelle surprise. Il transperça la jambe d'Inoue avec une épée d'énergie, démontrant qu'il possédait lui aussi désormais les pouvoirs d'un latchar.
Avec un sourire malveillant, Burton proclama qu'il était maintenant plus fort que jamais, prêt à mettre fin à la vie d'Inu et à sceller sa vengeance. Mais Inu, avec une détermination dans les yeux, n'était pas prêt à se rendre si facilement. Suite aux événements récents, la tension à la base avait atteint des niveaux critiques. Burton, qui avait tout observé à travers les caméras de sécurité, décida qu'il était temps de montrer l'ampleur réelle de son pouvoir. Dans un processus méticuleux, il transféra les capacités de Roku à lui-même, s'assurant d'éliminer le jeune homme avant qu'il ne puisse devenir un obstacle. Pour maximiser son pouvoir, Burton sacrifia également 58 autres Lakshter. Cet acte brutal non seulement démontra sa cruauté, mais aussi son ambition de consolider son contrôle sur les Lakshter et leur pouvoir. Avec une expression satisfaite, Burton se prépara à affronter Inu. Il savait qu'après avoir rassemblé le pouvoir de 58 Lakshter, cela ne suffirait toujours pas à surmonter la formidable force d'Anu. Burton avait choisi Anu comme le sujet de test parfait pour ses nouvelles capacités. La bataille, destinée à être épique, était un défi mutuel, une confrontation qui deviendrait l'ultime test de qui était le plus fort. Lors d'un échange bref mais intense, Burton suggéra qu'Inu utilise une grenade qu'il avait créée dans sa main. Cependant, Burton intervint, rappelant à Anu qu'il avait une télécommande liée à un explosif qui pouvait faire exploser le collier de Zero. Saisissant l'instant, Burton activa le dispositif, provoquant une explosion qui secoua la cellule de Zero et la laissa tremblante de peur. Cette tactique non seulement déstabilisa Zero, mais montra aussi à quel point leur situation était désespérée. L'assaut implacable de Burton continua alors qu'il frappait Anu, évaluant l'efficacité de son épée. Pour son amusement et pour prolonger le combat, il transforma son épée en une batte à pointe. Il s'avança vers Anu, ayant l'intention de le frapper à plusieurs reprises. Bien que son premier coup ait manqué, Burton ajusta sa visée et frappa avec une force dévastatrice. La bataille devint brutale alors qu'Inu était projeté à travers le sol. Essayant désespérément de se défendre avec toutes les ressources disponibles tout en subissant l'assaut de Burton, Inu remarqua la porte par laquelle le vieil homme était entré. Saisissant un moment de distraction dans l'offensive de Burton, Inu fabriqua une grenade et la lança vers la cellule de Zero. L'explosion qui en résulta créa une ouverture, permettant à Zero de voir son maître et de ressentir une lueur d'espoir. Ce nouveau signe de vie mit Burton en colère, qui redoubla d'efforts pour vaincre Inu, menaçant de faire exploser le dispositif de Zero à moins qu'Inu ne se rende. Inu, cependant, resta résolu. Déterminé à venger ses amis tombés et à sauver Zero, il refusa de laisser Burton gagner. Alors que Burton se concentrait sur son attaque, Inu profita de l'occasion pour défier son ennemi. La bataille continua avec une intensité féroce, jusqu'à ce que Burton, impatient de mettre fin au combat, retransforma sa batte en épée. Pendant le combat, Inu exhorta Zero à se souvenir du moment où elle avait été sauvée. À travers une série de souvenirs, Zero se rappela comment Inu l'avait secouru et traité avec gentillesse, quelque chose que Burton n'avait jamais fait. Inu avait pris le rôle de son mentor, et le souvenir de ses leçons raviva sa détermination à se battre. Voyant le refus d'Inu de capituler, Burton exige qu'il s'agenouille devant lui s'il souhaite sauver Zero. Cela raviva de souvenirs chez Zero lorsqu'elle s'était un jour agenouillée, suppliant pour sa clémence, approfondissant son désespoir. Pourtant, dans un moment d'angoisse extrême, Zero parvint à activer ses pouvoirs, brisant les chaînes et le collier qui l'avait emprisonné. Avec une attaque furieuse, elle libéra le drone qui avait longtemps été son confident, perturbant l'offensive de Burton. Inu, saisissant l'occasion, invoqua une main géante qui frappa Burton avec une force écrasante, le mettant hors de combat. Enfin réunis, Inu et Zero partagèrent un moment de soulagement. Zero s'excusa pour les problèmes qu'elle avait causés, mais Inu lui rappela sa promesse précédente de toujours la protéger. Ensemble, ils décidèrent qu'il était temps de partir, tous deux épuisés et affamés. Cependant, Burton, toujours en vie, n'avait pas encore terminé. D'un point de vue caché, il émergea sous une nouvelle forme. Après avoir consommé un fruit qui augmentait considérablement son pouvoir, son corps commença à se transformer en une créature amorphe, un être représentant une menace encore plus grande, sous la forme d'un titan monstrueux. Burton lança une attaque renouvelée et féroce, et la bataille reprit avec un échange brutal de coups. Malgré la force monstrueuse de Burton, Inu parvint à trancher la tête de la créature. Mais, à leur grande surprise, le monstre montra une incroyable capacité de régénération, prolongeant le combat. Alors qu'Inu esquivait les attaques de la créature, il aperçut une possible voie d'évasion, un énorme ventilateur au plafond. Il a demandé à Zero de le soulever avec le drone pendant qu'elle se préparait à fuir la base. Alors qu'il s'élevait, le monstre les poursuivait, grimpant sur les murs et lançant des attaques incessantes. La tension était palpable. Et ce n'est qu'à travers un effort combiné qu'il parvint à passer entre les lames du ventilateur sans se blesser. Cependant, le monstre n'en avait pas fini, et la bataille finale se déroula dans les airs. Dans une démonstration épique de vitesse, le monstre créa un énorme marteau et le balança vers Inu, croyant avoir enfin mis fin à sa vie. Mais Inu et Zero étaient prêts pour le défi ultime. Dans un effort commun, il parvint à vaincre le monstre, l'écrasant avec d'énormes mains et faisant sombrer le bâtiment sous la mer dans le processus. Dans un petit bateau loin du site de l'explosion, Inu et Zero étaient enfin en sécurité. Alors qu'ils se reposaient, Inu se remémora la promesse qu'il avait faite à Chuan Yin.
et voyant la tristesse de Zéro face à la perte de ses amis, il la réconforta en révélant que Chester, Emilia et Daizim avaient survécu grâce aux défenses du navire et à l'armure de la limousine. Tabou avait trouvé refuge dans un magasin et Dendon avait survécu malgré ses blessures. Enfin, Zero demanda à Inyu où il avait été la veille. Il expliqua qu'il avait visité la maison de Shu-In, un endroit qui nettoyait une fois par an, avec la promesse que les secrets du nouveau continent seraient un jour révélés. Inyu invite à Zero à se tenir à ses côtés lorsque ce jour arriverait. Et ainsi se termine cet excellent anime.